Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Lumière sur Toile, présenté par Adrien, alias l'assassin critique. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode de ce podcast qu'on a créé tous ensemble avec une équipe de choc que je vais présenter par après. Mais avant de présenter cette équipe de choc, qu'est-ce que Lumière sur Toile tout simplement? Lumière sur Toile, c'est un podcast mensuel dans lequel nous discuterons de 2 ou 3 films sortis ces dernières semaines et ça paraîtra plus ou moins chaque mois. Chaque fin de mois ou chaque début de mois, on verra à peu près en fonction de notre organisation. Et tout ça dans une ambiance décontractée et bon enfant. C'est ça qui va primer, bien sûr. Et donc voilà. Donc pour m'accompagner, j'ai une équipe du tonnerre. Donc j'ai d'abord Dimitri, alias l'endimanché du ciné sur YouTube. Donc bonjour Dimitri. Bonjour, Adrien. C'est le temps de latence. D'ailleurs, sachez que nous sommes en ligne, nous enregistrons en ligne, donc parfois il peut y avoir quelques latences et c'est normal. Mais nous avons également Laurine qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Laurine. Bonsoir, bonjour. Ça commence bien aussi. Et puis pour terminer, nous avons Jasmine aussi qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Jasmine. Bonjour. Et puis après, il y a aussi une dernière personne qui devait nous rejoindre, mais qui sera là pour la prochaine fois sûrement, qui est Anissa. Mais on lui fait coucou, elle nous rejoindra la prochaine fois. Et Coucou. donc on va commencer aujourd'hui. Et donc, on va commencer aujourd'hui à parler de 2-3 films. On a choisi 3 films qui, normalement, on parle de films qui sont sortis ces dernières semaines, donc au mois de mars. Mais comme le mois de mars fut assez calme, on peut le dire, on a choisi des films plutôt du mois de février. Donc, on va d'abord parler de Dune 2 de Denis Villeneuve, puis on parlera ensuite de Bob Marley, One Love, réalisé par Reynaldo Marcus Green, mais également de Sans jamais nous connaître d'Andrew Tate. Voilà, un beau programme en perspective. Et donc, on va d'abord commencer par Dune 2. Donc, Dune 2, c'est réalisé par Denis Villeneuve, réalisateur notamment du premier Dune, logique, de Premier Contact ou encore de Blade Runner 2049. Et puis après, dans le casting, il y a Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler notamment, ou encore Christopher Walken. Et je vais essayer de résumer Dune 1 et Dune 2, ce qui ne sera pas une tâche forcément évidente, vu que le scénario n'est pas forcément évident non plus. Bon courage, bon courage. Mais donc, en gros, dans Dune 1, on arrive sur une planète qui s'appelle Arrakis, qui est une planète ensablée et sur laquelle il y a une ressource qui est très rare, qui s'appelle l'épice, et qui permet notamment de voyager à travers les galaxies en toute sécurité, mais également un petit peu d'augmenter ses capacités mentales, psychiques, notamment. Et puis après, donc dans le premier film, la famille Atreides hérite de la planète justement Arrakis. Et dans la famille Atreides, il y a notamment Timothée Chalamet. Et donc, il récupère cette planète-là. Tout se passe bien au début. Il récupère les ressources. Sauf qu'en fait, c'était un piège de la part des méchants Harkonnen, qui sont, on va dire, comme ça, vous voyez un petit peu, pour nos éditeurs, ils verront un petit peu ce que c'est. Mais ce sont les hommes, on va dire les hommes blancs. Voilà. Je ne tiens pas à raciser, mais voilà, c'est dans le film, ils sont comme ça. Qui décident d'attaquer la planète, de faire un piège pour récupérer cette planète. Et donc finalement, dans la famille des Atreides, il reste Timothée Chalamet et sa maman qui arrivent à échapper des méchants Harkonnen. Et donc ils vont décider de rejoindre un autre peuple qui habite sur Arrakis, les Fremen, dans le but de vaincre justement les Harkonnen. Et donc le premier film se termine là-dessus. Et donc après, le deuxième film enchaîne là-dessus sur la vengeance des Fremen et des Atreides, mais également avec une histoire de prophète, de prophétie, mais on ne va pas en dire trop non plus. Voilà à peu près le résumé du film. Ce fut un peu long, je l'admets totalement. Il est minuit, non. Mais en même temps, Dune 2 n'est pas forcément... Dune a un scénario quand même un peu complexe, et ça a des films qui sont très longs, qui font quasiment plus de 2h30. Donc c'est pas forcément évident de raconter tout ça. On va donner un petit peu notre avis sur ce film qui a été assez attendu cette année-ci, en commençant par l'avis de Jasmine. Qu'en as-tu pensé, Jasmine? Alors moi j'ai pas vu, Dune 1 avant d'aller voir Dune 2. C'est sérieux. Donc Scandale. ouais, tout à fait. Donc en effet, j'avais quand même cette surprise, qui était toujours là des visuels que nous offrait Dune 2, et aussi de l'histoire en soi parce que j'ai pas lu les romans non plus. Donc il y avait quand même tout cet aspect de nouveauté qui font que, j'ai pas forcément l'avis le plus, critique sur ce film parce que je l'ai trouvé quand même très beau, très joli et assez complet parce que, j'ai dû essayer de m'en sortir avec les petits résumés que j'ai pu voir sur internet de Dune 1, pour retracer l'histoire. Par contre, gros point négatif que je trouve, ce serait vraiment les méchants. Les méchants qui sont vraiment juste des méchants, pour ma part. Mais je ne sais pas, à part ça, je vous laisse en parler et après je rebondirai sur vos dires.
Ah, ça va, bah, on va passer à l'avis de Dimitri. Qu'en as-tu pensé? Est-ce que c'est plutôt positif, plutôt négatif, dans la même veine que, Jasmine? Non, moi c'est quand même plutôt négatif parce que moi j'ai fait mes devoirs, j'avais vu Dune 1 au cinéma et j'avais plutôt bien apprécié. C'était une bonne amorce, on va dire, à l'univers, même si j'avais déjà des réserves sur les personnages, c'était un peu robotique, enfin c'était la fonction dramaturgique, c'était très archétypal, disons. Et bah, j'attendais en fait de la suite tout simplement de creuser un petit peu thématiquement tout ça et que ce soit en fait plus concret. Et le plus concret, je l'ai pas eu. C'est-à-dire que la rétine s'est habituée, hein, c'est-à-dire qu'en effet, comme l'a dit Jasmine, c'est magnifique, hein. C'est-à-dire que moi, la première fois, franchement, on voyage, c'est incontestable. Mais la deuxième fois, on attend plus, donc on voit les mêmes décors, c'est plus ou moins photographié de la même manière et c'est plutôt joli, enfin, c'est même très beau. Moi, je trouvais ça un peu plus beau ici. Je trouve les couleurs sont plus travaillées ici, mais c'est mon avis. Oui, la colorimétrie est meilleure. Après, cela dit, le gros souci pour moi, ce sont les chorégraphies. Je trouve qu'elles sont très faibles, vraiment très faibles, assez mauvaises même. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup le début du film pour le coup, parce que c'est très posé. Il y a une très belle relation amoureuse, je trouve, qui commence entre Chalamet et Zendaya. Et là, je me suis dit, il y a de l'humanité avec les personnages, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on perd complètement ça de vue. C'est assez tendre et c'est mignon en fait, tout simplement. C'est tout simplement beau. Et après, ben, on sombre un peu dans le, bah, c'est un peu du grand spectaculaire, un peu brouillon, pas très passionnant. Et alors les méchants, on va en reparler, mais ils sont, enfin, c'est catastrophique en fait. On peut plus écrire des méchants comme ça. C'est un film vieux en fait, ce Dune 2. Mais bon, c'est l'un des films de l'année pour beaucoup, donc peut-être qu'on est juste des vieux aigris, peut-être, ou des jeunes aigris plutôt. Mais peut-être, moi, j'ai envie de dire, mais comme c'est inspiré du bouquin justement de Dune de je ne sais plus qui d'ailleurs, je n'ai pas noté ça, de Frank Frank Herbert, je Herbert. pense. Voilà. Bah, peut-être que dans le bouquin, à l'origine, c'est écrit de cette manière-là, hein. Moi, je ne sais pas, j'ai pas lu le livre en question, mais je me dis peut-être que, Denis Villeneuve a vraiment voulu être fidèle au livre, au premier livre en question, et qu'il a pas voulu prendre trop de risques, quoi. Mais ce qui fait que c'est un peu daté, quoi. Oui, mais bon, c'est pas la première adaptation de film, donc on peut se dire, surtout après un aussi long temps entre l'apparition du livre et de ces dunes, on peut se permettre quand même une petite adaptation bah, par rapport au contexte aussi de notre génération et des évolutions du film et des scénarios qu'on a aujourd'hui. Donc avoir ce décalage, même si ça va être totalement enfin suivre purement le scénario des livres, je trouve ça un peu dommage s'il a vraiment cette idée-là en tête, quoi. Mmh. Mais on va passer avant de continuer comme ça, j'ai un peu l'avis global de chacun. On va d'abord passer à l'avis de Laurine, puis après on rebondira sur tous ces points-là par rapport au scénario, par rapport au personnage, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, hein. Mais, qu'en as-tu pensé toi, Laurine? Est-ce que tu as apprécié ou non, toi qui es apparemment une grande fan du premier film? Bah, du coup, il y a je trouve les principaux points, ils ont été, dits par, Jasmine et Dimitri. Mais du coup, oui, Dune 1, il est sorti il y a 2 ans et quand j'étais allée le voir au cinéma, enfin, j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait eu, quand même beaucoup de pubs, et ça avait été bien apprécié, globalement. Et du coup, il y avait pas vraiment l'hystérie, mais un peu je sais pas, l'excitation, du film et j'avais beaucoup aimé. Mais du coup, je m'attendais vraiment à suivre un peu, bah, juste, enfin avoir un bon deuxième film. Mais en fait, bah, c'était vraiment en dessous de mes attentes et du coup, ça m'a vraiment déçue. Voilà. Et qu'est-ce que tu attendais justement de ce deuxième film? Tu attendais une histoire d'amour, une évolution des personnages? Qu'est-ce que tu attendais précisément? Bah, oui, j'aime beaucoup la romance donc forcément, je m'attendais à une histoire d'amour. Après, rien que dans les bandes annonces, je savais du coup qu'il allait en avoir vu qu'on voit le baiser de Zendaya et de Timothée, Chalamet. Et du coup, oui, la première partie, elle était bien parce que il y avait du coup, bah, cette histoire d'amour et aussi on voyait, Paul du coup, qui était, écartelé un peu entre, le devoir et enfin le devoir de se venger et le enfin plutôt, l'amour en fait qu'il portait, à Zendaya et du coup, c'était assez intéressant, le fait de voir ses choix et un peu quand même la complexité du coup, que ça lui imposait. Et après, du coup, bon, le choix final, c'est pas, enfin, je trouve que c'est vraiment pas très féministe. Parce qu'au début, il dit que chez le peuple du coup du désert, les Fremen, il y a une égalité homme-femme qui est quand même du coup très féministe en soi. Et à la fin, on la perd totalement. Et du coup, je trouve que c'est dommage parce que bah ça donne pas envie d'aller voir le troisième film qui est prévu si c'est pour voir quelque chose qui descend
la misogynie en quelque sorte. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà. Je ne l'avais pas perçu comme ça, mais c'est vrai que c'est une réflexion intéressante. Moi, j'avais pas du tout perçu comme ça, parce que moi, j'ai bien apprécié le film. J'ai vu Dune 1 littéralement le jour avant d'aller voir Dune 2. J'ai vu Dune 1 un samedi matin et Dune 2, je l'ai vu le dimanche après-midi. Donc c'est vraiment, on va dire, j'étais dans la continuité de l'action. Et Dune 1, je suis pas un fan absolu. J'ai trouvé ça pas mal, mais j'ai trouvé ça très très long, surtout comme introduction. Parce que franchement, 2 heures et demie d'introduction, c'est quand même, je trouve ça un peu du vol, mais bon. Mais après, voilà, pour Dune 2, j'avais pas d'hyper grande attente, mais j'ai trouvé déjà ça un peu meilleur que le premier film. Parce que déjà, les personnages, par rapport à cette relation amoureuse, on peut rebondir là-dessus. Mais je trouve que globalement, c'est assez bien amené. Et pendant la première partie du film, d'ailleurs, c'est vraiment ça qui rythme le film. Puis après, c'est un peu triste, mais c'est un peu délaissé, quoi. Donc c'est un peu dommage, je trouve. En fait, t'as Timothée Chalamet qui est vraiment mis en avant, qui est vraiment, voilà, lui, c'est le héros, même, enfin, même si ça devient un peu à la fin un anti-héros sans trop spoiler, mais voilà, quoi. Donc ça va un peu, je trouve, sur la fin, ça va surtout dans tous les sens, hein. On sait pas trop, c'est un peu brouillon, t'as des grosses bagarres, tu te dis, mais qui est le méchant maintenant dans l'histoire, hein. Et ça, on le verra peut-être dans le troisième film, mais je me dis, ce qui m'ennuie surtout avec cette saga, c'est qu'on est au deuxième épisode et qu'on ne sait toujours pas qui est réellement le vrai méchant de l'histoire, quoi. C'est Timothée Chalamet. Enfin, moi, c'est mon avis là-dessus, mais je trouve ça un peu triste d'avoir ça, tandis que justement, quand on attend une saga de science-fiction, c'est d'avoir un méchant, on va dire un gentil. Enfin, ça fait un peu archétype, hein. Mais je me dis, allez, avoir quelque chose qui soit plus ou moins bien construit, tandis que là, pour l'instant, ça reste vague, quoi. Je me permets de te couper là-dessus, Adrien, parce que je trouve que justement la force de Denis Villeneuve, si on prend Premier Contact, c'est justement de pas très bien savoir qui vont être les méchants, justement. Mais le problème, c'est que là, oui, comme tu dis, il y a un manque de clarté. Et puis, moi, je sais pas si je suis le seul que ça perturbe, mais les personnages entre eux s'y retrouvent en fait dans cet univers. Il y en a qu'un qui s'y retrouve pas, c'est le spectateur. Je trouve ça un peu étonnant. C'est un peu le souci, en effet. C'est clair. Bah, après, ça reprend aussi l'histoire de. Enfin, moi, j'ai directement vu ça comme c'était de la colonisation sur les oppressés, enfin les oppressés et les oppressants, et c'est vraiment que ça en fait, parce que sauf qu'ils essayent de partir, d'aller sur quelque chose, ok, ils font ça pour telle raison, parce qu'ils n'ont pas le choix à cause des maisons, etc. Mais c'est le même principe. Pour moi, les méchants et les gentils sont assez clairement dit. Juste que bien évidemment, il y a de la manipulation qui est faite derrière, et ça, c'est ce que je trouvais très bien, parce qu'il y a quelque chose qui a poussé derrière sur ça, mais qui est pas assez mis en avant, mais plus en avant le côté force et combat, alors qu'il y a tout le côté manipulation derrière par je sais plus comment ça s'appelle, Les Bene Bene Gesserit. Gesserit qui ont manipulé depuis des générations et qui ont amené la religion aux Fremen. Et ce côté-là, il devrait être un peu plus creusé, je trouve. Mhm. Ouais, je comprends tout à fait, mais c'est vrai Oui. que c'est. Ouais, vas-y. Ah, Non, tu non, voulais vas-y, parler vas-y, vas-y. Dimitri. Ah. Oui, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Bah, merci de m'avoir coupé, hein. Non, mais c'est pour ça, je trouve, t'as des choses qui sont intéressantes par rapport aux thématiques. On peut revenir là-dessus notamment. Mais tu as toutes ces thématiques de la colonisation, mais c'était déjà un petit peu le cas dans le premier film, cette thématique-là. Et surtout, sur la fin, les guerres de religion, quoi. Moi, je trouve que ça peut pas être plus actuel que ça, quoi. Niveau guerre de religion, de prof. Là, par exemple, tu as une histoire de prophète qui est assez fantasque, mais je me dis que c'est assez actuel tout ça. Donc, par rapport à ça, moi, je trouve que c'est des thématiques intéressantes, mais voilà. Enfin, je sais pas ce que je pourrais rajouter en plus. Ouais, c'est des thématiques très intéressantes et surtout entre Shani qui est jouée par Zendaya, il y a une vraie dichotomie entre le fait qu'elle réponde aux, aux attentes de la prophétie et qu'au final, elle ne croit pas du tout au dire de la religion des Fremen. Et pourtant, elle répond totalement à ce qui est attendu d'elle et qu'elle fait partie au final de cette prophétie. Et ce côté-là, je le trouve quand même assez intéressant parce qu'elle veut pas du tout faire partie de ça au final. Et Après, surtout on peut dedans. aussi regarder Star Wars 3 et puis constater ça avec Anakin Skywalker et Mhm. Padmé, hein. Non, mais non, mais je plaisante un petit peu, mais parce qu'on commençait un peu à partir là-dessus, et c'est vrai que mine de rien, la comparaison Star Wars est intéressante, parce que Star Wars, c'est pas vraiment de la SF complètement, c'est plus historique à la rigueur, mais space opéra. Mais le problème aussi que j'ai, c'est qu'on n'a pas lu les livres, hein, et on va pas se Oui. prétendre des grands experts, mais moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a sûrement une base très intéressante, mais qui est juste hyper mal exploitée, alors que Star Wars, j'ai l'impression qu'il s'est complètement inspiré de ça. T'as l'impression qu'ils ont réussi complètement à saisir l'essence déjà de ce qu'il a raconté, et puis surtout à le faire, excusez-moi, mais un peu clairement.
Parce que là, oui, moi jusqu'à la fin de Dune 2, l'empereur, j'avais un doute avec le baron parce que ça nous a non mais ça nous a tellement jamais été posé clairement. Ayant vu Dune 1 avant, j'avais compris l'empereur et du coup, enfin Dune 1, je l'ai vu après plutôt Oui. l'inverse. Et là, j'ai compris beaucoup plus les enjeux, mais même dans Dune 1, ça reste quand même assez fou. Dans Dune 1, il y a un personnage qui meurt, un méchant, j'ai cru que c'était l'empereur. Mais c'est pas l'empereur vu qu'il est toujours là. Donc il y a quand même un petit souci. Alors bon, et je reste quelqu'un de concentré pendant un film, hein, c'est quand même un peu l'idée. Et puis moi je pense qu'il y a un problème de caractérisation parce que moi il y a une scène qui m'a un peu choqué, c'est qu'à un moment donné, il y a un raid un peu avec des moissonneuses tout ça. Ils sont tous cagoulés. Bah, il a fallu attendre 5 minutes pour comprendre que c'était Timothée Chalamet qui était cagoulé avec son équipe. C'est-à-dire que c'est pas non plus très instinctif en Oui, fait. mais peut-être qu'aussi c'était un peu pour le côté brigand, quoi. Ouais, mais On se pose des oui, questions, oui, peut-être. ouais. Oui, mais le plan n'est même pas expliqué avant. Ça, c'est un autre point aussi qu'on peut aborder. Mais par exemple, c'est cette histoire d'un moment, ils décident d'attaquer les moissonneuses qui appartiennent maintenant à Harkonnen. Mais genre, c'est expliqué. En fait, tu arrives d'un coup allez, où il commence cette attaque, mais il t'explique même pas le plan de pourquoi il décide d'attaquer, en fait. Ça arrive comme ça un peu à pouf aussi. Ah, moi, j'ai vu ça différemment. J'ai vu ça comme si c'était une habitude des Fremen de faire ça. D'accord, oui. C'était quelque chose, bah, comme j'ai vu Dune avant, c'était quelque chose qu'ils faisaient tout le temps en fait, parce qu'en fait justement comme les Harkonnen pour moi, j'ai les Atreides. les Atreides, oula, C'est un spoil. c'était bon bref, ils ont été dégagés, mais que du coup les Harkonnen avaient repris la planète depuis longtemps et que c'était habituel pour les Fremen d'attaquer les moissonneuses et que c'était quelque chose qu'ils avaient maîtrisé et que une technique vu comment ils étaient super bien organisés, que c'était quelque chose qu'ils faisaient depuis super longtemps, mais que les Harkonnen sont tellement riches qu'ils répondent des moissonneuses qui sont des énormes engins super facilement comme si c'était du plastique. D'accord. Ouais, je sais pas, mais C'est quand même, quand tu vois la construction, elles ont l'air quand même immenses en métal et tout. Elles ont l'air hyper résistantes, mais oui, c'est ça. Mais non, mais c'est cassé comme si c'était. Mais de toute façon, c'est quand même, moi je trouve le film à ce niveau-là un peu artificiel. C'est-à-dire, il y a plein de détails Mmh. qui, quand même mis bout à bout, posent un peu souci. Alors bon, je vais peut-être un peu pinailler, mais bon, le sentiment de chaleur, je l'ai jamais. On est quand même censé être dans le désert. T'as l'impression qu'on est vraiment, je sais pas, swimming pool, quoi. Enfin, vraiment, non, mais on n'est pas du tout dans une ambiance désertique, en fait. mais déjà dans le premier film, hein, je trouve. Ah non, mais déjà, non, mais ça change pas. Mais c'est juste que là, je pense que c'est encore plus flagrant parce que maquillés comme ils sont, là, t'es Oui. là, tu fais, ouais, dis donc, quand même, dans le désert, ça se passe plutôt pas mal, quoi. Hein. Tu dois avoir un OCB pas loin. Enfin, vraiment, Bah, et surtout, c'est un peu bizarre. j'en avais déjà parlé à Dimitri, mais surtout aussi l'influence qu'ils ont pris des peuples berbères du Sahara occidental. C'est les mêmes tatouages, c'est les mêmes traditions, c'est les mêmes foulards. Il y a juste les couleurs qui changent parce que il y a Shani qui porte son foulard bleu et ce foulard bleu, c'est totalement en fait provenant du peuple des Sahraouis. Et je trouve ça ultra dommage d'avoir repris des codes qui étaient déjà sur Terre, alors que c'est censé être dans une néoplanète qui est je ne sais où dans un système solaire qui est totalement différent d'une autre. En 10 000, Non, 118. 118. Alors je me dis, mais qu'ils reprennent des codes et qu'ils aient même pas la notion d'essayer d'inventer quelque chose de nouveau, je trouve ça très très dommage et très limité en fait. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui fait un peu daté, quoi. En vrai, dans ses codes, il réinvente pas. Ah, mais par exemple, cette histoire-là de colonisation, bah, c'est un truc qui s'est passé déjà pendant les guerres, les croisades, les guerres saintes, etc. Donc en soi, c'est Ouais. pas surpris non plus, quoi. Je sais pas, je trouve qu'en fait, d'une deux, ça réinvente pas grand-chose. Et puis après, moi, c'est la réflexion que j'ai eue après, mais je me dis Star Wars a tout repris, et comme l'a dit Dimitri, a tout repris en mieux, en fait. En créant plusieurs peuples, en créant plusieurs races, etc., plusieurs personnages. Enfin, t'as plein de choses, en fait, qui sont mieux, en fait. Tandis que là, ici, bah, même niveau créature, t'as des vers géants. Et puis t'as des vers géants et t'as des petites souris. Mais les vers géants, ils ont Ah, bien plu à certaines ouais, personnes. les vers géants, moi je les ai adorés. C'était un des moments les plus cool pour moi dans le film. Le Parce seul. que commencer à les chevaucher, waouh, mais c'est trop stylé. On se retourne en enfance. Et je trouve ça trop bien parce que bah, d'un côté, c'était bien d'amener ça dans un film un peu de science-fiction, d'amener quelque chose de nouveau et qu'on puisse voir ça et un peu se projeter et revenir dans une âme d'enfant qui est quand même. Je trouve ça important d'avoir ça dans ce genre de film, quoi. Tout ce qui est vaisseau spatial, etc., c'est quelque chose qu'on a envie quand on est petit, etc. Et de retrouver ça par les vers géants, je trouve ça trop bien. D'accord. Moi, je les trouve pas très présents et je trouve que ça fait plus métro. Bus. C'est vrai. Ça fait plus bus, en fait. C'est-à-dire, en fait, tu t'accroches à une corde et tu es traîné dans le désert. C'est très simple Ça de m'a te plus réciter fait cette penser à leçon. du ski nautique. Ouais. Enfin, du ski C'est vrai. désertique que des vers avec, tu vois, Oui, je un vois. côté souterrain. Mais le côté où quand tu vois Chalamet qui va essayer d'en choper un,
Il y a une tension, tu vois? Mais on voit pas le côté entraînement. Tu imagines, ils auraient montré l'entraînement pendant le film? Mais d'ailleurs, Il aurait duré 4 heures. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'à un moment, il y a un personnage qui dit ouais, fais bien ce que je t'ai dit à l'entraînement et commence à lui dire du jargon et toi t'es là, mais on n'a même pas vu une Non, seconde d'entraînement. ils ont pas eu le temps de toute façon. Ils ont pas eu le temps, bah Enfin, oui. ils ont pas eu le temps, ils ont préféré mettre des points sur, enfin, sur d'autres points, mais Bah, encore heureux, sinon ça aurait duré longtemps. oui, c'est ça. 5 heures. Voilà. Ah bah, déjà, moi, je trouve que c'est un film qui est long, c'est long. Ouah. Moi, j'avoue que j'ai regardé plusieurs fois Le Sablier. Là, franchement, au bout d'une heure et demie, j'ai commencé à piquer du nez. Je dis waouh, quoi. Franchement, à un moment, je me dis, mais il se passe rien. C'est fou, quoi. Vraiment, je me dis, enfin, il se passe rien d'intéressant qui fasse avancer l'intrigue, quoi. Sauf que tu as la grosse bataille finale qui arrive, on va dire, à la dernière demi-heure de film. Mais après, pendant tout un temps, tu as cette histoire de prophétie, de machin, on essaye de convertir des fidèles. Ça n'avançait pas, quoi, vraiment. Mais je pense que j'aurais été chez moi, j'aurais regardé enfin, si je regarde en streaming, la partie enfin, d'action qui est trop bien, mais je trouve ça dommage qu'il ait mis vraiment à la fin parce qu'elle était tellement attendue. On savait tellement que ça allait se passer là, et on savait tellement comment ça allait se finir, en fait, que c'est de l'action pour de l'action, et je trouve ça dommage, quoi. Moi, je pense que, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que pour finir sur ce film, je pense qu'en fait, il faut se concentrer sur les méchants. Parce que je pense que le problème vient de là aussi, c'est que si vous n'avez pas une bonne tension à un moment donné avec des méchants, bah, c'est peut-être pour ça qu'on en a un peu rien à secouer aussi. Puis Parce mettre que... Austin Butler en méchant. Et puis oui, bah, je vous laisse en parler, mais moi, je pense que c'est pour moi un gros point noir quand même. Oui. C'est énorme. On a essayé d'éviter d'en parler, mais bon, c'est Ah non, il faut en parler. Ouais. Non, moi, je le trouve plutôt classe comme méchant. C'est juste que, bah, finalement, enfin, est-ce qu'on spoil ou pas, mais voilà, quoi. En fait, il est méchant, puis finalement, bah, il sera plus méchant, quoi. Il sert un peu à rien, en Non, fait. mais surtout même son jeu d'acteur, je le Ouais, en trouvais plus. vraiment pas fou. Quand je le voyais arriver, surtout qu'il y avait quelques scènes, et toutes ces scènes, il a réussi avec très peu de dialogue. Ouais, c'est Il vraiment a réussi à déjà, quand même les louper. il monopolise quand même pas mal de scènes. Déjà, les scènes, elles sont pas très intéressantes. Oui. Enfin, franchement, on peut très bien ne pas les voir et la compréhension Et du oui. film, elle serait toujours au même endroit, quoi. Et surtout, moi, je trouve qu'il sait pas très très bien jouer. Enfin, il essaie d'avoir, je sais pas, un regard sombre, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Un peu un regard sans émotion, mais je trouve que c'est un peu raté. Et le personnage, bah, en fait, on peut juste l'enlever et ça changera rien, quoi. Parce qu'il y a déjà assez de méchants comme ça. En rajouter un, juste pour en rajouter un, Il y en a ça sert à tellement rien. qu'il faut qu'ils se tuent entre méchants pour qu'on se rappelle Oui. qu'ils sont méchants. Voilà. C'est cousin, ça c'est le frère de je sais pas qui, etc. Ok, vous êtes de la même famille, dans tous les cas, vous avez tous la même gueule. C'est pas, si je vous confonds personnellement, ça va pas me donner la compréhension du film. L'acteur joue mal, ça Ouais. pour moi c'est incontestable. Et alors en plus, non seulement il joue pas bien, mais il y a un problème avec son personnage parce que donc le gars, il se retrouve à un moment donné dans une arène. Tu te dis c'est un super gladiateur, un super combattant. Je pense même Il qu'il y a arrive à des... dérouiller des drogués, en gros, tu drogues des gens et t'arrives à les dérouiller. Et- Il y en a un qui a pas été drogué. Donc comprenez-vous, il faut qu'il rame et qu'il galère pendant 5 minutes. Qu'on ait Léa Seydoux qui sorte quand même, parce que sinon on n'est pas sûr d'avoir compris. Oh là là, Je sais même il pas est quand ce même plan. très impressionnant. Oui, j'ai oublié. Et à un moment donné, on lui fait l'épreuve de la main. Là, vous savez, c'est le moment où Paul Atreides, il avait fait ça dans le premier. Tu mets ta main dans une boîte et tu vas souffrir à la mort, quoi. Et le problème, c'est que déjà dans le premier, je trouve que c'était extrêmement mal fichu avec J'ai pas Timothée compris, Chalamet. j'avais pas compris. Voilà, on n'a pas compris parce que Denis Villeneuve, il veut être propre en fait. Alors qu'il y a un petit côté crado dans ce truc-là qu'il faut, et le film de David Lynch y arrivait très bien. Le film de David Lynch est vraiment pas fou, mais au moins il a quelques qualités comme ça. Et là, ici, pour moi, c'est le même problème, c'est qu'en fait, cette scène est cutée. C'est-à-dire que tu as le moment de nous faire comprendre que ton méchant, il est vraiment méchant, il aime la souffrance ou il va la supporter, mais tu cut. Donc le film lui-même n'a pas confiance dans son méchant en fait. C'est si vous voulez Oui, bien. c'est crédibilisé à pas Ah oui. possible. Sachant qu'en plus, il le montre comme étant plus fort, pardon, que ses oncles, etc. Mais derrière, au final, enfin, il y a rien qui est prouvé et il y a aucune force. Enfin, il fait pas peur, ce méchant, en fait. En fait, c'est comme si on était dans Star Wars et que c'était Kylo Ren le grand méchant qui se la joue grand méchant et que derrière, dans l'ombre, t'as ni Snoke ni Palpatine, t'as pas le grand méchant en fait, limite un peu archétypal parce que là, bon, il n'existe pas l'empereur. Hein. L'empereur, Après, les grands c'est méchants, rien. c'est les maisons, au final, derrière, qu'on Oui, n'a jamais vu et on sait même pas c'est quoi leur oui, et puis visage. tu donnes un coup de sniper sur un bâtiment puis il explose. Donc à partir de là, bon, enfin, remarquez, c'est un peu Star Wars aussi ça. Là, c'est pour ça, oui. Bah, donc, bref, enfin, je pense qu'on va déjà arriver un petit peu à la fin de cette partie consacrée à Dune 2, parce qu'on a déjà beaucoup parlé aussi. Mais en gros, si on résume un peu notre avis, c'était pas mal. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, mais après, ça aurait pu être vachement mieux, quoi, quand même. Et surtout, les personnages, il y a toujours ce problème de personnages, quoi. Ça ne va pas. Oui, c'est un vrai grain de sable dans l'engrenage, hein, vraiment.
Mais ils ont voulu mettre tous les acteurs qu'on a en ce moment dans un même film. Et ça, je trouve ça dommage, genre, j'ai pas la même tête. Mais c'est ça, parce que t'as Christopher Walken qui, lui, ne sert pas. Bah, il joue l'empereur, mais son rôle, il sert pas à grand chose, quoi. Et t'as Léa Seydoux qui est là, mais ouais. Mais là, c'est doux, ça va encore, je trouve, sur le 2. Son rôle est pas fou, mais oui, au moins elle est là. Et alors Florence Pugh, qui joue la fille là de l'empereur, alors là, elle a martelé depuis 10 ans là qu'elle jouait dans Dune 2. C'est un peu triste quoi. En plus son costume est très très spécial, très étonnant. Mais je voulais juste rebondir, juste pour finir là-dessus, parce que c'est Jasmine qui en parlait là à voix basse, et oui, en mode ASMR. Mais c'est vrai qu'en fait, on part dans un univers étendu. Enfin, il faut complètement accepter l'idée. Parce que là, on sait à l'avance que Dune 2, c'est le limite, ça va être le carton de l'année, ça va être le film le plus apprécié. Il y a peut-être Joker 2 qui peut rivaliser, et encore, on verra bien. Mais là où il est posé comme une alternative à du Marvel, super-héros et puis tout ça, pour moi, on est dans la même veine. Hein. Chaque film se termine avec ah, l'aventure ne fait que commencer. À bientôt dans 2 ans. Enfin, excusez-moi. Ils nous ont fait le coup pour le premier. Et pour le deuxième, bah, ça leur C'est fait la même comme. fin. C'est exactement la même fin. Oui, C'est c'est pareil, la hein, même fin. c'est J'ai pareil, hein, un regardé vraiment copier-coller. juste après. Mais c'est la Et, même fin. et C'est juste que tu dis, bon, c'est la guerre de religion, bon, la prochaine fois, ce sera une autre guerre, hein, ils vont trouver quelque chose, hein, ça sera avec des C'est pas ce qui drones m'a nucléaires. dérangé le plus. Hein. Personnellement, c'est pas ce qui m'a dérangé le plus. Non, mais j'ai un peu l'impression que le film existe, mais c'est parce qu'il y aura quelque chose après. Tu vois, le film n'existe pas pour lui-même, en fait. C'est attendez, la suite, ça sera mieux. C'est toujours Je pense cette avoir une série surenchère. à ce stade-là. Oui, c'est ça. Ah bah, et puis il va le faire des séries, pareil. Hein. Bah oui, faire bon, chouette. voilà. Ouais, ça promet. Réalisé par le Martin de Sable. Ah non, c'est déjà fait, pardon. Ah, oups. Non, franchement, je me dis, en fait, je me dis attendre près de 2 ans et demi, voire 3 ans pour voir Dune 3, c'est long, quoi. Franchement, j'ai pas envie d'attendre 3 ans pour avoir la suite. Tu sais qu'il faudra attendre plus longtemps. Je pense que Denis Villeneuve, il veut sortir un film sur Cléopâtre avant, normalement. Donc, faut attendre 5 ans, je pense. Je Chouette. pense. On verra. Bah, j'espère qu'il sera bien son film sur Cléopâtre. Voilà. Ah oui, oui, sûrement qu'il sera bien, c'est pas ça la question. Mais c'est juste qu'attendre autant de temps pour une saga de science-fiction avec une histoire, avec un lore, avec un univers, moi je trouve ça un peu bête, quoi. Oh, Tandis que Star Wars, bah, ça sortait tous les, on va dire, 2 ou 3 ans, et t'as une C'était continuité, on va bien. dire, même chaque épisode vit de lui-même aussi, hein. C'est juste que là, c'est trop à suivre et c'est vraiment que le début, c'est le cas de le dire, quoi. Parce que vu comment ça avance super non, lentement, mais on aura le temps de lire les livres au moins. voilà. Oui, c'est vrai. Tu peux lire tous les livres, là, vraiment, il n'y a pas de souci. C'est... On fera ça. Voilà, un conseil, on va lire les livres pour le prochain épisode. Voilà. Non, et honnêtement, conseil, non mais conseil, c'est pas complètement délirant. Découvrir ou revoir le film de David Lynch, hein, parce que il est pas génial, hein, honnêtement. Hein. Mais au moins, il a le mérite, je dirais, d'être complètement différent de ceux de Denis Villeneuve. Il va beaucoup trop vite, mais ceux qu'on a en ce moment vont beaucoup trop lentement. Je pense qu'on Il n'y a pas peut encore faire sa petite salade avec ça. Puis au moins, t'as le début, t'as la fin, quoi. On va faire un mélange des deux, on va faire un nouveau montage, Villeneuve, Ah bah, tu Lynch. sais. Ah oui, bon, on va changer totalement de style maintenant. On va passer à un film musical, cette fois-ci un biopic. Après Dune 2, nous passons maintenant à la Jamaïque. On va parler de Bob Marley avec One Love, réalisé par Reynaldo Marcus Green, qui est réalisateur notamment de La Méthode Williams, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, je pense, avec Will Smith, je pense. Et là, ici, dans le rôle principal de Bob Marley, eh ben, c'est Kingsley Ben Adir, pardon, que je n'ai vu nulle part d'autre, je pense. Et voilà, donc là, le film, il n'y a pas un très grand résumé non plus à faire, puisque bah, c'est un biopic, ça raconte la vie de Bob Marley durant la seconde moitié des années 70, avec des flashbacks sur son enfance. Et voilà, moi je tiens à dire avant à nos auditeurs, je n'ai pas eu l'occasion de voir le film, donc ça sera à mes 3 compères de donner leur avis. Oui, je Virez-le. sais, c'est honteux, mais promis, la prochaine fois, je verrai tous les films qu'on a choisis ensemble, bien sûr. Mais là, voilà, ici, ça ne s'est pas mis. On va t'exiler 5 ans sur Arrakis. 5 ans. Mais donc, on va passer, voilà, donc Bob Marley, on va passer à la vie de Lauryn. Qu'en as-tu pensé, Lauryn, de ce fameux biopic qui était quand même plus ou moins attendu parmi les biopics qui sortent cette année-ci? Plus moins que plus. Hein. La logique de la phrase. Alors du coup, Bob Marley, moi je connaissais un peu que de nom. Je savais pas vraiment qui c'était et du coup voir ce film, ça m'a permis de le connaître et, et même, enfin, sans dire en fait mon avis, ça m'a quand même donné envie de savoir vraiment qui c'était, un peu d'approfondir tout ce qui a été dit dans le film.
Et du coup, je trouve que c'était assez intéressant. C'est un peu une sorte peut-être de pré-documentaire en soi, qui te donne en fait tout simplement de voir, en fait, d'apprendre plus par toi-même. Et par exemple, bah, comme ça, j'ai pu écouter le CD il y a pas longtemps et ça me donne envie de tout simplement en fait, écouter ces musiques. Et aussi, il y a à chaque fois un message derrière et même parfois il y en a une, je crois que c'est Survival, quelque chose comme ça, qui a permis de réunifier, je sais plus quel état, j'ai oublié. Mais bref, il y a un côté quand même assez quand même important au niveau mondial. C'est pas que un chanteur qui chante pour avoir de l'argent en quelque sorte. Il y a vraiment bah c'est quand même assez militant C'est et un homme politique. bah, il veut, enfin dans le film, Bah, quasiment, oui. c'est pas censé en être un, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant parce que, enfin, le film, oui, il était bien. Après, ça reste quand même un biopic. Enfin, c'est pas, je veux pas être méchante, Tu mais critiques les dès biopics le alors, en début, général. en fait, il y a eu la présentation. C'est qui fait le film? C'est quoi? C'est Pixar? Non, pas Pixar. Je sais pas. C'est quoi? Ah, je sais Bref, plus. la Le présentation. studio, Voilà le qui studio. Merci. C'est Paramount? Voilà, Mais c'est Paramount. Warner, non? Bah, Je bon, sais bref, plus. il y Non, a. c'est la Paramount, hein. Je crois qu'on même. On a vu la montagne au début Ouais, avec des je sais étoiles. plus. Jasmine a dit que c'était très très moche comme logo. Non, mais j'ai raison. Enfin bref, j'ai oublié, mais en fait, du coup, quand il y a eu ça, je me suis dit: «Oh là là, j'espère, ils vont pas nous faire, à chaque fois une explication et tout, avec un explications. écran noir, et des explications». Et là, 2 secondes plus tard, il y a ça pour nous dire que Bob Marley est né à tel endroit et tout, dans un milieu, je crois, assez défavorisé, quelque chose comme ça. Et du coup, dès le début, je me suis dit: «Bah, enfin, si ça commence comme ça, où on va, quoi?» Et hem et du coup, bon, après, ça c'est un peu, enfin, après, c'était bien, mais c'était, oui, un bon film à regarder, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de la vie de Bob Marley qui ont été zappés. Et je trouve que en même temps, c'est pas bien parce que du coup, le film, ça nous raconte qu'une toute partie de sa vie. Mais d'un autre côté, ça, enfin, ça t'oblige pas, je trouve plus mes mots là. Mais ça t'invite, voilà, à chercher par toi-même et c'est ça que j'ai trouvé cool. Voilà. Hmm. On va passer à l'avis de Dimitri qui réagissait par rapport à ce qu'on appelle, nous, les étiquettes. Donc, au début des films, pour expliquer parfois le contexte, ce qu'il y avait notamment au début de Top Gun 2 aussi, ou de plein d'autres films. Ou non, Avatar 2, non, je ne pense pas, mais pour Top Gun 2, oui. Oh bah heureusement qu'en plus d'Avatar 2, il n'y avait pas d'étiquette. Sinon, là, je me serais tiré une balle. Mais de qu'en as-tu pensé, Dimitri? Bah écoute, écoutez, vous êtes plusieurs. Je ne suis pas très très fan des biopics musicaux. Ces dernières années, honnêtement, je réfléchissais, j'en ai vraiment adoré un, c'est Aline, parce que c'était librement inspiré de la vie de Céline Dion. Et le librement pour moi est très important, parce que ça doit rester un peu du cinoche, quoi, du cinéma. Moi, je suis pas du tout dérangé. Au contraire, je trouve ça très bien de ne pas avoir raconté non plus Bob Marley depuis la naissance. Je sors de la maternité, j'ai déjà la Providence qui m'appelle parce que regardez, je sors, il y a le soleil qui vient m'éclaircir la tête et je suis un dieu vivant. Non, j'ai trouvé que c'était donc bien. C'est pas une hagiographie, c'est-à-dire que le gars a des défauts. Moi, j'avais très peur de ça parce qu'on me l'a vendu comme ça, hein. On m'a dit Bob Marley ici, les producteurs c'est la famille, tout ça, et on va voir un portrait qui est hyper polissé. Et finalement, je trouve que c'est pas le cas du tout. Je trouve que bah, l'idée finalement de pas se vouloir politique, mais de l'être fatalement, moi je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire on vous colle une étiquette, vous en voulez pas forcément, mais à un moment donné il y a une sorte de fatalité. Moi, je trouve que c'est bien. En termes d'étiquette, je suis un peu enquiquiné parce que je trouve que il y en a trop, disons, où elles sont pas bien gérées. C'est-à-dire que des fois, j'en aurais mis pour nous contextualiser bah, les endroits, parce que je trouve qu'on passe vraiment d'un continent à l'autre et on sait pas très bien où on est. C'est un peu le problème. Peut-être les années aussi, pourquoi pas, à la rigueur, mais bon, ça, à la Quasiment un rigueur, peu pas quand même. forcément. Ouais, et alors après, bon, ça, bon, tout le côté, moi, biopic, c'est vrai, fiche Wikipédia, parce que j'appelle ça comme ça, en fait, un ticket Wikipédia. Là, j'avoue que j'en suis pas hyper friand. J'aime beaucoup la photo. Je trouve que la photo du film est vraiment sympa. Et franchement, j'aime beaucoup l'actrice qui joue Rita. Rita. Ouais, je trouve qu'elle joue super bien. Donc, comme Laurine, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est vraiment sympa et c'est dans le haut du panier des biopics que j'ai vus, hein. Par rapport à Elvis, pour moi, ça n'a rien à voir, par exemple. Ah bah voilà, bah, comme quoi, tu m'avais dit avant de voir que tu avais pas mal de craintes, mais finalement, comme quoi, faut pas se laisser avoir par ces idées préconçues sur les biopics, justement musicaux. Et puis après, bah, Jasmine, qu'en as-tu pensé, toi? Moi, dans tout cas, pour les biopics, moi, j'en jamais des chefs-d'œuvre.
Si je regarde une biopic, c'est vraiment pour l'artiste, qui est présenté, surtout du musicien en soi ici et je m'attends vraiment à un peu voir les émotions et qu'est-ce qu'il a ressenti, à tel moment dans sa vie, tel événement et cetera, quand il écrivait One More Love ou quand il a chanté je ne sais pas quelle musique à un tel concert. C'est vraiment ce qui m'intéresse dans une biopic et le contexte, je m'attends pas vraiment forcément à voir un contexte très clair et très poussé sur OK, il s'est passé ça en Jamaïque et du coup il a réagi comme ça ou l'inverse. La Jamaïque était en tel état et il a permis de faire ça, etc. C'est pas vraiment ce que j'attends dans une biopic. Donc sur ça, je trouve que c'était vraiment cool. Parce que ça a été très respecté. Et après, j'avais déjà un peu. Enfin, moi, j'aime beaucoup Bob Marley. On a une historienne de Bob Marley Non, avec quand nous, même je pas. tiens à vous Mais préciser. j'aime beaucoup Bob Marley. J'ai beaucoup écouté quand j'étais ado. Et donc, je connaissais un peu son histoire quand même, parce que je savais très bien que c'était quand même quelqu'un qui était très engagé de par ses chansons et ses paroles. On l'entend directement. C'est pas des paroles qui ont pas de sens et c'est pas du tout ce que j'entendais à côté en 2015 avec du Katy Perry, etc. Enfin, rien à voir. Et du coup, j'entendais vraiment la différence et c'est pour ça que. Non, j'aime beaucoup Katy Perry. Le clash ici, hein. Ouais. Bah oui, ça se voit. J'aime beaucoup Katy Perry, mais c'est pas du tout le même genre et c'est pas du tout le même message qu'on veut passer entre ces deux artistes. Donc ouais, pour une biopic, je trouve vraiment pas trop mal. On dit un biopic. Un biopic, pardon. Excusez-moi. Et vous en avez pensé quoi de l'acteur principal qui s'appelle, je reprends mes fiches parce que je ne sais plus comment il s'appelle, Kingsley Ben-Adir. La ressemblance est-elle flagrante ou pas? Ressemblance physique, je m'attendais pas à une ressemblance physique parce que dans tous les cas, voilà, bon, ils ont fait des dreadlocks, donc enfin, c'est pas Il logique. change de cheveux à un moment donné. Oui, C'est très il drôle. prend 40 cm de dread alors qu'on sait très bien que les dreads, ça met vraiment du temps à pousser. Ça nous a un peu choqué parce que vraiment, dans l'avion, enfin, il prend l'avion et hop, 40 cm de plus. Mais à part ça, il a bien joué. Enfin, personnellement, ça va. Je le trouvais plutôt bien. Moi, je trouve qu'il joue bien, mais c'est surtout l'actrice qui joue Rita. Hein. Ouais, Vraiment, Rita, c'est ouais. elle qui m'a, bah, c'est elle qui amène l'émotion au final. Ouais. Parce que lui, bon, enfin, du côté de l'émotion, mais c'est un peu le rôle, hein. C'est un peu la plante verte parce que, non, mais c'est un personnage qui doit avoir un déclic pour avancer, finalement. Mm. Donc, c'est plus les personnages qui vont essayer Son de entourage. le stimuler, voilà, son entourage qui compte au final. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Bah, on voit quand même un peu ses émotions et en fait, on le voit bien totalement débordé par ce qui lui arrive. Et il a envie d'avancer pour son pays, etc. Mais il a du mal parce qu'il doit répondre à des convenances de ses studios, etc. Enfin, il est, euh, il est entre deux chaises. Et le film passe hyper vite aussi. Mm. Et ça, pour moi, enfin, je veux dire, grand avantage C'est parce que le film passe à une vitesse assez folle. Parce qu'aussi, il y a quand même, quand il y a des moments où il n'y a pas vraiment besoin de dialogue et tout, il y a des chansons et tout un peu en arrière-plan. Je sais pas si ça se dit. Hmm. Et je trouve que c'est bien parce que bah, déjà, c'est des chansons Elles sont mises en scène en de plus Bob quand même. Marley, du coup. Oui. Et voilà, enfin, ça fait un peu une petite atmosphère assez agréable, en fait. Je trouve que les chansons, en plus de ça, elles sont bien placées dans le film. Oui, Elles répondent à chaque fois au contexte de qu'est-ce qu'ils nous expliquent pendant le film. Et en plus, c'est les chansons directement de Bob Marley, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que Hmm. ça aurait été bizarre de leur faire. Ouais, je suis pas trop d'accord. Hein. On en a un peu parlé déjà avec Jasmine. Moi, j'aime bien quand même quand c'est un biopic, parce que je suis quand même dans une logique malgré tout, enfin fictionnelle. Enfin bon, c'est un peu toujours compliqué. Hein. C'est toujours compliqué de se positionner par rapport à ça avec avec les biopics musicaux, enfin les biopics tout court d'ailleurs. Mais j'avoue que j'aime bien quand on essaie un petit peu de réagencer, de réarranger un petit peu la musique. Moi, j'avoue que alors qu'il y a une tempête incroyable d'Arakis là en plein Paris, je tiens à vous rassurer si vous entendez des tumultes, c'est normal, c'est logique. Il y a des vers de sable qui vont engloutir, engloutir le SMIC. Non, t'inquiète, je vais chevaucher, moi. elle va dresser la bête. Ça a l'air facile aussi. Bon. Bob Marley, donc. Revenons à nos moutons. Mais donc voilà, si on résume un petit peu, c'est avis globalement positif en fait. Étonnamment, oui. Honnêtement, oui. Honnêtement, C'est- je conseille plus d'aller voir Bob Marley que King 2. C'est vous dire vraiment à quel point je suis sûr. Non, mais je sais pas, c'est un peu, je sais pas si transmetteur, ça se dit, peut-être j'invente des mots, mais un peu je sais pas, de good vibes en soi. Enfin, même si les chansons ont vraiment un double sens, c'est quand même des chansons assez festives en soi, mais bon, quand on écoute les paroles, quand on les traduit et tout, on voit qu'il y a quand même un message derrière. Mais le film, je trouve qu'il arrive à mettre quand même bien en avant tout ce qui est un peu le côté familial. Parce que du coup, Bob Marley, si j'ai bien compris, c'est les musiciens, enfin le groupe qui l'accompagne, la plupart du temps, c'est sa famille. Et je trouve qu'il y a ouais, quand même le côté assez convivial et je trouvais que c'était vraiment cool, quoi. Ah bah, Voilà, tant ça mieux, fait aimer écoutez. Bob Marley. Je sais pas s'il était aussi sympa dans la vie, mais c'est cool, quoi. Voilà. Pour moi, il porte quand même des bons messages. Oui.
Exactement. C'est Bon, assez, bah voilà, bah, ça, je sais pas ça comment résume bien donc notre Ah, avis. Donc, ouais. on vous invite à aller voir Bob Marley s'il est encore en salle ou pas, je ne sais pas. Je pense que ça arrive tout doucement en fin d'exploitation parce que c'est sorti vers la mi-février. Donc, Adrien, par contre, bon, pour cette fois, tu n'as pas vu le film, on passe l'éponge, Bob l'éponge, mais la prochaine fois, fais attention, fallait que je la fasse. oh, trop fière là. promis, promis, la prochaine fois, je verrai tous les films que nous choisissons, puisque nous choisissons les films tous ensemble, les films que nous souhaitons voir, sur lesquels nous souhaitons débattre, tout simplement. Donc là, ici, les trois films que nous avons choisis aujourd'hui, Dune 2, Bob Marley et Sans jamais nous connaître, bah, on les a choisis avec toute l'équipe. Et ça, c'est important de préciser aussi, puisqu'on a une chouette équipe parmi nous. Donc là, maintenant, on va passer au dernier film du jour, qui s'appelle Sans jamais nous connaître, d'Andrew Haidt. On change totalement encore de style, puisque là, on va passer plus à une histoire amoureuse. Je vais résumer un petit peu le film, mais c'est donc avec Andrew Scott, qui joue Adam. Et puis après, il y a Paul Mescal qu'on a vu, enfin que certains auront peut-être vu dans Aftersun, qui est sorti l'année dernière et qui avait connu un petit succès, un petit film indépendant qui avait plutôt bien marché. Il jouait le père dans Aftersun, c'est ça? Je sais plus. Moi, je ne l'ai pas vu. Voilà, parfois j'ai des Ah oui, d'accord, lacunes pardon. mais c'est juste, moi, je sais que Aftersun, quand c'était sorti, ça avait quand même bien marché, que ça avait marqué pas mal le public et que ça s'est retrouvé dans pas mal de classements de fin d'année de chaînes YouTube notamment. Donc voilà, je sais que c'est un C'est vrai. film qui a été assez marquant pour certains. Et donc voilà, donc ici, sans jamais nous connaître, ça raconte l'histoire d'Adam qui vient de s'installer dans un grand immeuble où il est littéralement tout seul. Donc il est vraiment tout seul. Et puis après, il va faire la connaissance d'un voisin qui est installé non loin de là, qui s'appelle Harry, dont il va tomber amoureux. Mais ce n'est pas une histoire d'amour classique. Le film n'est pas juste une histoire d'amour, puisqu'en fait, certes, il y a cette histoire d'amour qui est là, mais en fait, Adam va se rendre compte que il n'a jamais avoué à ses parents qu'il était homosexuel. Et donc, il se demande comment aujourd'hui, euh, comment assumer pleinement son homosexualité aujourd'hui, tout simplement. Et donc pour ça, eh ben, il va rentrer en contact avec les fantômes du passé de ses parents qui sont décédés dans un accident de voiture. Et donc voilà, c'est un mélange en même temps d'histoire d'amour entre ces deux hommes, mais également une histoire de réconciliation avec ses parents par rapport aux non-dits, etc. notamment. Et donc bah, je vais d'abord commencer par donner mon avis rapide et assez bref. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je trouve que c'est un film qui est vraiment très intéressant en 2024 par rapport au fait d'assumer son homosexualité. Parce qu'en plus, c'est des personnages qui ont plus ou moins, je pense, on va dire à la trentaine bien passée ou à la quarantaine, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce sont des personnages qui ont vécu notamment bah, l'arrivée du sida, de comment on fait pour s'assumer en tant qu'homosexuel aujourd'hui. Est-ce que je peux être avec un homme ou pas? Enfin voilà, ça parle beaucoup de ça. Et puis après, surtout de comment faire le deuil de ses parents. Ça, c'est un thème qui j'ai trouvé vraiment super pertinent, de comment faire le deuil et comment, voilà, en faisant ce deuil, euh, être qui on est tout simplement aujourd'hui, quoi. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé toute cette partie-là. Il y a juste la fin du film que moi j'ai pas trop apprécié, qui pour moi va diviser clairement. Mais sinon, je trouve que le reste du film est vraiment fabuleux. C'est beau, c'est drôle, c'est très bien écrit, c'est très bien joué aussi. Franchement, je trouve que les acteurs sont formidables tous les deux. Donc vraiment une très bonne surprise. Juste la fin vraiment qui m'a chagriné. Vraiment, je suis sorti de la salle de cinéma, j'ai dit mais pourquoi pourquoi cette fin? Et donc voilà, c'est juste ça qui m'a un petit peu chagriné dans l'histoire. Mais je vais laisser mes autres camarades réagir par rapport à ça. Justement, qu'en as-tu pensé, Dimitri ou Jasmine? Moi j'avais dit peut-être Jasmine. Dimitri, j'ai déjà Ah commencé. Il a l'air Dimitri, bah motivé vas-y là. Dimitri, je t'écoute. Très motivé. Silence. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. C'est le film que j'ai clairement préféré hein, sur les trois là dont nous parlons aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup. Alors bon, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que on n'a pas besoin d'être gay, on n'a pas besoin d'avoir perdu ses parents dans un accident de voiture pour se sentir concerné par l'histoire. Moi j'aime beaucoup ça parce que moi j'ai ressenti le film de manière vraiment très personnelle. C'est un peu dur d'en parler, mais ouais, c'est très fort en fait parce que moi j'aime beaucoup quand il y a des scènes vraiment dans un film qui résonnent déjà en vous, mais par rapport au film, en fait, par rapport à la vie, en fait. Et là, ça, c'est très fort. Quand on arrive à atteindre ça, c'est très fort. Parce que vraiment, bah, il y a vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup, en fait, touché, c'est quand même
tout le rapport, tous les contacts qu'il a avec les parents. Parce que ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est l'amour avec des parents, là c'est super, mais il y a quand même cette pensée-là que je trouve super intéressante, qui est que des fois, vous avez deux mondes que vous connaissez très bien, mais qui vont entrer en collision. Et ça, je trouve ça super intéressant. Dans le sens où, au final, ici, là, pour revenir à cette idée que finalement, on a d'ailleurs une mère qui dit homosexuel, mais qui le dit presque comme si c'était un gros mot là pour son fils. Bah, évidemment, donc il aime ses parents, mais qui sont pas forcément très tolérants parce qu'il est question un peu de voyage dans le temps, On est faut dans peut-être les pas années 70 spirituel. Ouais, aussi. c'est ça, évidemment. Donc, faut remettre dans un contexte finalement que je trouve il y a un rapport au progressisme qui est super intéressant. Moi, c'est pour ça, je pense, c'est un beau film. Franchement, c'est un beau film. Oui, ouais, c'est un beau film. J'étais un peu dans les cordes à un moment donné, c'est-à-dire que il aurait pas fallu en faire beaucoup plus pour que j'explose en vol. Là, émotionnellement, c'était pas loin, on n'est pas passé loin. Par contre, en fait, ouais, je pense que l'explosion a pas eu lieu parce que la fin, vraiment, je pense qu'on aurait dû arrêter le film 15 minutes avant. Vraiment. Je pense que le film, la toute fin, pourquoi pas, hein, c'est possible. Juste Andrew Scott qui jouait Moriarty là dans la série Sherlock. Ce type est génial, hein. Qu'est-ce qu'il est génial. J'adore cet acteur. Voilà. Et puis après, bah, Jasmine, tu peux rebondir là-dessus, ou Laurine. Ouais, Laurine, tiens, Laurine, vas-y. Bah, en fait, vous 2 vous avez dit un peu tout ce que je voulais dire, donc j'ai plus grand-chose, de très intéressant à raconter. Mais après, je trouve que le plus important, enfin, dans ce film, c'est que ça parle du coup ouais, de thématiques, de sujets et même de questions qu'on peut se poser, surtout par rapport au deuil, tout ce qui en fait, comment faire son deuil et je sais pas si ça se pose, mais un peu comment préparer son deuil, enfin, avant que les personnes en quelque sorte ne meurent en fait. Est-ce que il y a un peu la question de est-ce que je leur ai tout dit et enfin c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et oui, enfin je trouve que du coup oui il y a le sujet de l'homosexualité, il y a aussi l'homophobie aussi quand bah, il raconte à ses parents ce qui s'est passé pendant son enfance et aussi la un peu l'évolution des parents qui finissent par accepter en soi que leur fils du coup il aime les hommes et c'était assez intéressant et puis enfin oui la fin j'ai pas tout compris déjà j'ai enfin je m'attendais un peu avec les dernières scènes et tout mais j'ai en fait c'est juste que il y a un truc je sais pas j'ai pas compris en fait j'ai pas je pense avoir compris mais je suis pas sûre en fait et du coup c'est un peu problématique parce que c'est quand même la dernière scène quoi qui pose problème et s'il y avait eu un petit truc après enfin non là il y a vraiment rien ça se finit comme ça et après t'as le générique de fin et voilà, moi j'ai explosé comme dirait Dimitri. J'ai beaucoup pleuré parce que du coup oui, ça parle du deuil et tout. En plus, c'est le deuil des parents, enfin c'est pas rien. Il avait 12 ans, il était quand même assez jeune et tout. C'est assez soudain et du coup, je sais pas enfin ça me parle pas mais je sais pas, c'est quand même assez marquant et on ressent quand même les sentiments des personnages et heu et voilà, c'est assez triste mais en même temps c'est beau, enfin voilà. Ouais, Je exactement. suis Puis assez d'accord Jasmine, avec, si tu veux conclure. oui, je suis assez d'accord avec vos avis. Moi, je trouve que c'est un peu plus loin parce que c'est en fait une question aussi du non-deuil. Parce qu'en fait, il a pas eu le temps à ses 12 ans de faire un deuil de ses parents. Il savait pas forcément ce que c'était et perdre ses 2 parents à 12 ans, c'est trop tôt pour savoir faire un deuil comme il le faut et du coup, en fait, il se retrouve avec, ce non-deuil à ses 30 ans, à y faire face en 30 ans, vous êtes gentil. 30 ans, À 45, quoi. oh, bah, écoute, Allez-y. Allez-y, allez-y. moi, je me mets dans un cadre où ils sont, bon, soit 45 ans si tu veux. Et donc, oui, il se retrouve à ses 45 ans à devoir faire un deuil de ses parents, en même temps que de rencontrer l'amour, et de aussi devoir retrouver avec ses origines et essayer de le dire à ses parents, qui est aussi pour moi totalement imagé, tout se passe dans sa tête pour moi. Même la rencontre avec Harry, pour moi ça va plus loin qu'une question de, de deuil de parents ou d'homosexualité, ça va aussi sur il a un problème psychique ou quelque chose, ce monsieur. Il est seul, il est enfermé, il a dû vivre seul aussi par rapport à son l'homosexualité, parce que dans les années 70, ça devait pas être facile, même si c'est à Londres. Parce qu'à Londres, c'était quand même Déjà pas un facile des, aujourd'hui, je oui, pense. Donc, c'est pas facile ouais, aujourd'hui, mais à c'est Londres, clair. ça a été un des villes qui avait Oui, déjà commencé en premier à ouvertement, enfin, tout ce qui est Pride, etc. Ça vient pas forcément de Londres, mais c'est une des premières villes à amener ce mouvement-là. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là de réclusion, enfin de reclusion de la société qui est pour moi totalement flagrant, ou même
problème psychologique, je ne saurais pas quel problème psychologique ça serait, mais Un film qui la est quand même très lié paranoïa au confinement, je pense. On sent le film post-confinement un petit peu ce sentiment-là. petit détail aussi sur tout ce qui est décor des années 70, c'est incroyable comment c'est bien fait. Je trouve vraiment dans les années 70, On a des beaux les costumes. costumes. Et les couleurs du film aussi sont magnifiques, quoi. Oui. Tout est beau, quoi. Surtout les pulls du père, moi, qui m'ont Les marqué. pulls, Il était beau son pull, hein, ouais. Ça va beaucoup. Puis il y avait la voiture aussi, elle était belle. Ah ouais, mais sur les décors, c'est impressionnant comment c'était bien réalisé, quoi. Il y avait un peu de contraste parce que du coup, oui, il y a la maison du coup des années un peu 70 et après il vit dans un grand building, donc un peu je trouve une opposition entre les deux et peut-être aussi du coup qui marque qu'il y a la vraie vie et celle du deuil et peut-être un peu de l'imagination Oui. en quelque sorte. Et enfin après moi je l'ai perçu comme ça et en soi en fait on sait vraiment jamais s'il prend vraiment le train pour aller voir la maison de ses parents. Enfin c'est un peu en fait, ça paraît un peu logique pendant le film, mais après, quand tu te poses des questions, tu te dis, mais enfin, comment il fait pour avoir autant de détails de la maison il fait même le trajet. Enfin, je trouve que ça pose des questions et on sait même plus si c'est vrai ou pas. Enfin, c'est un rêve. Enfin, c'est assez compliqué. Et en vrai, c'est un peu, oui, du coup, c'est l'imaginaire, c'est un peu peut-être fantastique en quelque sorte. Enfin, c'était bien et voilà. Il n'y a que le cinéma qui permet ça, en fait. Hum. À partir de là, je pense que le film a réussi son pari. Non, Ouais, mais c'est vrai. franchement, le film est vraiment à conseiller à voir parce que c'est une claque dans la gueule sur plein de points différents. Sur Tu la m'as pas mis de claque au psychologie. cinéma, Ouais, heureusement. j'ai Ah là pas. là. J'ai eu peur. J'ai eu peur, mais non. Non, mais sur plein de points, il est génial et il te fait rentrer dans quelqu'un d'autre, en fait, dans le corps de quelqu'un d'autre. Ouais, je suis complètement fan. C'est impressionnant. T'as résumé Pour en moi, 10 pendant secondes ce que j'essaie d'expliquer en 3 minutes. Bravo. Ouais. Allez le voir. Ah ouais, voilà, non, vraiment, ça résume bien le film. Allez le voir, enfin, ou regardez-le après en streaming ou que sais-je, mais vraiment, regardez ce film parce que ça vaut vraiment le coup. C'est des beaux sujets. Enfin, je pense qu'on a un petit peu abordé tout le film, en tout cas, ce rapport à l'imaginaire et le réel, par rapport au deuil, etc. Donc vraiment, de très très belles thématiques et vraiment, on vous le recommande chaudement, en tout cas. Bah voilà, on arrive à la fin de ce podcast de Lumière sur Toile, ce tout premier numéro. C'était très agréable en tout cas de parler de ces 3 films, de Dune 2, Bob Marley et Sans jamais nous connaître. Et donc si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook Lumière sur Toile et notre page Instagram Lumière sur Toile. Voilà. Et puis après, merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Dimitri, Laurine et Jasmine d'avoir été là. Et on a une petite pensée Il pour a eu Anissa. un bug. C'est qui l'autre déjà? Et La puis après, on a violence. une pensée pour Anissa qui, on espère, sera là la prochaine fois, bien sûr, en tout cas. Si on n'est pas attaqué par des vers de sable d'ici là, mais on peut toujours espérer. Je l'ai dit, je les chevaucherai, je les maîtriserai, tout va bien. On va être sauvé par la Et donc voilà, donc on se retrouve fin du mois, soit fin du mois d'avril ou début mai, on verra un petit peu en fonction de notre organisation, où on va sûrement parler des films du mois d'avril, avec sûrement Kung Fu Panda 4, je le dis, c'est déjà une petite annonce, mais je pense que c'est un film qui est fortement attendu par notre équipe. Dimitri n'est pas content. Ouais, je suis un peu seul contre tous, mais je suivrai le mouvement. Donc on va sûrement parler de ce film-là et d'autres films, on verra encore d'ici là ce qu'on l'a choisi. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Ciao!